La prochaine et dernière demi-finale aura pour sujet « Pour voir loin, faut-il y regarder de près ?» Je vous remercie. Madame le Président du tribunal de grande instance, Mesdames, Messieurs les membres du jury, mon cher ami Baptiste, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici dans cette chaude salle d'audience du tribunal de grande instance. Perpignan, ce soir, se place, comme l'a rappelé mon ami de Bordeaux, en modeste capitale sudiste de l'éloquence. À cette occasion, il nous est permis de montrer à la Gaule entière que dans l'arrière-pays, on sait aussi s'exprimer et que nos voix et nos mots ne servent pas seulement à mener un troupeau de chèvres dans la montagne. Je me permets, Madame le Président du jury, d'adresser mes vives salutations à l'ensemble des candidats qui ont vu leur destin les mener dans nos belles Pyrénées-Orientales, dont je me fais le modeste représentant ce soir. Alors, en ambassadeur éphémère, permettez-moi de les saluer en ces mots locaux d'une éloquence rare. Señoras y señores, a tots, benvinguts à Perpignan. Ceci étant, débutons le propos qui nous réunit et auquel je vais tenter d'apporter une argumentation raisonnée. Pour voir loin, faut-il y regarder de près? Pour voir loin, les pragmatiques, dont je suis certain que vous faites partie, mon cher contradicteur, répondront qu'il faut avoir non pas une bonne dose de tachycardie, mais une bonne vue. Cela relève de l'évidence. J'ajouterai à mon propos une série d'éléments qui élèveront mon argumentation au pinacle de la logique absolue. J'affirme devant vous, mesdames, messieurs, qu'il est toujours nécessaire de regarder de près pour pouvoir voir plus loin. Savoir regarder de près, ce n'est pas avoir une crainte particulière de vérifier pour agir, mais c'est plutôt comprendre pour avancer. J'aimerais évoquer avec vous cette fameuse invention que sont les jumelles. Ces dernières ne permettent-elles pas à n'importe qui de voir de près alors que l'on est loin? Prenez l'exemple du berger, qui au bas de sa montagne affublée de ses jumelles se tient prêt, paré à surveiller de loin le pré, mais de près son troupeau. Si alors il est préparé et voit de loin son pré et de près le loin, il y a fort à penser qu'il est un prévoyant. Nombreux sont les témoignages historiques qui vont dans le sens de notre raisonnement. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, aurait dû écouter cette phrase de Pierre Dac. À n'avoir pas regardé d'assez près le terrain de Waterloo par ce jour de juin 1815, il est passé à côté d'une belle victoire. N'ayant pas appréhendé les caractéristiques techniques du champ de bataille, il a fait des erreurs monumentales ce jour-là qui ont précipité sa chute et l'Empire avec lui. Il n'a pas su regarder de près pour voir loin. Voyez-vous, mesdames et messieurs, savoir regarder de près pour mieux voir au loin est un conseil qui se doit d'être appliqué en tout temps. Moi-même, j'ai toujours essayé de me restreindre à une telle pratique. En amour, par exemple, à l'occasion du jeu de séduction avec la jante féminine. Avec ma courte mais non moins vigoureuse expérience, j'ai appris qu'au cours du jeu de séduction, c'est bien les yeux d'une femme et non pas ses courbes qu'il fallait regarder de près pour pouvoir aller plus loin. Les nombreux refus caractérisés, elles sont nombreuses dans cette salle, que j'ai essuyé à venir regarder de près, au mauvais endroit, témoignent de l'importance de savoir regarder de près, au bon endroit, pour pouvoir voir plus loin. Cette simple phrase, c'est aussi une philosophie de vie. J'ai toujours, mesdames, messieurs, regardé de près avec qualité ce qu'il pouvait y avoir plus loin. Quand j'ai quitté le foyer familial pour l'université, seul, sous la pluie, avec mes sabots sur le dos, je savais en regardant de près que c'était... Oh là, excusez-moi, ce micro tient pas bien. Je savais que c'était pour mieux réussir plus tard, en devenant peut-être avocat, ce métier tant rêvé. Alors, mon cher Baptiste, je n'ai pas de jumelles ce soir, mais je vous regarde de près et avec la plus grande attention. Et avant de vous céder la parole, je vous avertis, je vous vois venir de loin. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, cher public, je m'appelle Baptiste Daligo, je représente Aix-en-Provence, je mesure 1m75 et je fais 70 kg. Peuple
réveille-toi. En venant sur vos terres, je pense arriver dans le temple de l'honnêteté, de la franchise, où de vivants piliers laisseraient s'échapper de confuses paroles. Hélas, mon contradicteur semble en avoir fait un mirage. Je ne prétends pas être porteur d'une vérité absolue, car je viens d'une région où si nous faisions tourner les joints aussi bien que les ballons, nous serions déjà en Ligue des Champions. Mais néanmoins, je me dois de lever le voile que votre cher enfant du pays vient de jeter sur nos débats. La tâche sera ardue, certes, mais comme le dit le poète, plus le défi est grand, plus la victoire est belle, ou pas. Pour voir loin, faut-il y regarder de près? J'ai donc essayé pour voir loin d'y regarder de près, mais le fait est que plus je regardais de près, moi j'y voyais de loin. Et qu'ainsi j'étais bien trop près pour y voir loin, à tel point que je faisais de la tachycardie. Non pas que j'eus peur de partir loin, puisque je vous ai dit que j'y étais prêt, mais j'avais beau m'approcher ou prendre mes distances avec le sujet, à bien y regarder, je n'y voyais ni de près ni de loin. Maintenant que tout est clair, vous l'avez compris, ce sujet est à peu près aussi amusant que la danse des canards dans un camping d'Argelès un 15 août. Alors je vous l'affirme, ne regardons pas de près pour y voir loin. Et pour s'en convaincre, la simple analyse des termes du sujet y suffit. L'auteur de cette citation, Pierre Dac, qui de par son nom ne peut d'ailleurs qu'acquiescer, évoque par cette idée de proximité l'observation du détail. Le terme loin y oppose donc une vision globalisante, telle une généralité, permettant d'élargir le champ des visions. Dès lors, s'attacher à la simple particularité, c'est prendre le risque d'offrir aux détails particuliers une attention exacerbée et par là de fausser l'appréciation de l'objet dans sa totalité. En sus, j'aime bien ce mot, ce raisonnement s'applique quel que soit l'objet de notre attention. Prenons l'exemple d'un problème politique. Ainsi, une marche vers l'indépendance est un objectif à atteindre qui, ensuite, se concrétise en agençant les moyens pour y parvenir. Autre exemple, le jugement de valeur que l'on peut émettre sur une personne. Ainsi, pour DSK, un jugement hâtif conclurait, je vous le concède, au manque de moralité du personnage. Mais si l'on prend un peu de hauteur de vue, on conclura assurément que DSK n'est pas raciste, puisqu'il aime les seins noirs et les seins clairs. Vous le sentez venir, cher jury, les juges et les lois, ça ne fait pas peur, et d'ailleurs je m'en bats l'avoine. Mais pourtant, je vous en conjure, renoncez à votre cécité intellectuelle. Oui, le détail est une zone de confort rassurante, mais affranchissez-vous de ce carcan matérialiste pour voir plus loin, et enfin, vous interrogez sur les véritables questions qui taraudent l'humanité. Pourquoi le boomerang fait-il demi-tour? Pourquoi les hirondelles se posent-elles toujours sur les fils électriques? Et quant à moi, s'il ne me restait qu'une heure à vivre, alors j'en profiterai pour faire l'amour. Reste à savoir ce que je ferai les 57 minutes restantes. L'œuvre s'apprécie dans son ensemble, et si le détail mérite que l'on s'y attache, alors il faut d'abord l'observer de loin pour le voir de près. Ce n'est que lorsque l'on a conceptualisé la vision totale de l'architecture que le détail peut être replacé dans son contexte. Mon cher contradicteur, je vous entends déjà, telle une prémonition mais pas un savoir clair, me rétorquer que ce détail peut s'avérer être la seule chose intéressante. Mais alors, cet élément étant lui-même l'œuvre devant être appréciée dans son ensemble et suivant votre doxa, c'est donc le détail du détail qui fera l'objet de votre analyse. Alors, comme le disait Confucius, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Moltes gracias. Merci mon cher ami Baptiste, mon cher ami Dex et non ex-ami je l'espère. J'aimerais poursuivre ma vision des choses en vous parlant de choses vraies, de sentiments que je ressens. En effet, je risque, cher auditoire, de me mettre légèrement à nu devant vous aujourd'hui, bien que ce sujet, vous me l'accorderez, ne pousse pas tellement à l'exhibition, je le confesse. Je ressens juste l'obligation morale de partager avec vous ces quelques exemples. Dans une vie d'homme, il est quasiment impossible de regarder au loin directement sans examiner de près le près. Redondant, je ne crois pas. Plutôt pertinent, certains diront plutôt fabuleux, d'autres diront plutôt exceptionnel.
Imaginez-vous un instant les parents d'un enfant qui ne regarderaient que la vieillesse de celui-ci, en occultant totalement la petite enfance, l'enfance ou encore l'adolescence. Alors certes, quand on voit que les générations d'aujourd'hui sont bien plus captivées par les Marseillais à Cancun que par les mémoires de Charles de Gaulle, on peut très bien se dire « j'ai mal à ma France ». Je vous parlerai maintenant d'un grand visionnaire. Vous avez parlé de marche pour l'indépendance, mon cher Baptiste. Je vous parlerai du Mahatma Gandhi et de sa grande marche pour la paix. Lunettes rondes sur le nez, bâton de marche en poignet, tout de blanc vêtu, il marchait pas à pas, avec au loin ce rêve de rendre indépendant son pays. De cet enseignement, il en dégagea le précepte suivant, qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Gandhi parcourra plus de 300 km pour arracher l'indépendance de l'Inde aux Britanniques. Comme dirait Fabrice Lucchini, c'était énorme. Gandhi a alors tiré un magnifique enseignement, combattre pour la paix, ma foi. Il paraît que c'est de bonne guerre. Voilà quelqu'un qui aura su regarder de très près pour atteindre au loin ses objectifs. Je perçois cette maxime à la forme rocambolesque comme un commandement de vie très concret, que je prends soin chaque jour de respecter. Comme beaucoup, j'ai toujours eu des rêves. Enfant, je souhaitais être pompier volontaire et monter dans ce camion rouge conduit par ces hommes d'exception que j'admirais tant, mon père en particulier. C'est ainsi qu'à partir de 11 ans, j'ai revêtu pour la première fois ma première tenue. Et je suis fier de la porter encore aujourd'hui, telle que mon père la porte. Dès lors, aujourd'hui, et bien que j'espère ne pas être arrivé au bout du chemin, je suis fier d'avoir été fidèle au bambin que je fus et aux espérances qu'il nourrissait. Je suis fier d'avoir réussi un peu à transformer l'abstrait en concret, en restant au quotidien, les yeux rivés de près, sur chaque étape à franchir, sans jamais perdre de vue, au loin, le songe vigoureux de devenir l'homme que cet enfant souhaitait devenir. Alors, j'en ai maintenant terminé, je cède la parole à mon ami Baptiste, et après avoir plaidé pendant ces courtes minutes, sans avoir chuté, je l'espère, je vous le dis tout haut, cher auditoire, si je tombe par terre, ce sera la faute à Voltaire, lui qui disait que le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est sur le chemin. Je vous remercie de votre attention. Il est temps d'enterrer la hache de guerre. Enfin, mon Juju. Oublions un instant nos petits défauts mutuels et voyons plus loin. Je veux croire en toi, je veux croire en moi, je veux croire en nous. Ne soyons plus nos propres petites entités, mais formons un tout plus grand, indivisible. Je suis la pluie et tu es mes gouttes. Tu es le oui et moi le doute. Tu es le thé, je suis la tasse. Moi la putain et toi la passe. Jean Giono nous livre lui aussi avec ses mots sa douce approche de l'infiniment grand. Ici, c'est autre chose que loin, c'est ailleurs. J'en sais beaucoup de par le monde à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Oui, il faut oser l'incertitude du lointain, avoir la hardiesse de la terre inconnue, oser des éthers nouveaux, cachés là derrière nous, sur lesquels notre presbytie sentimentale avait jusqu'alors refusé de poser le regard. En effet, messieurs, n'oublions pas qu'un jour, quelqu'un est bel et bien tombé amoureux de notre belle-mère. En amour aussi, il faut parfois savoir s'affranchir du détail physique, et j'en ai moi-même fait l'expérience. Lorsque j'ai rencontré Marie-Claudine, elle n'était pas belle pour un sou, ni pour un sobre d'ailleurs, mais j'ai laissé s'envoler mon imagination. Ses pellicules devinrent neiges éternelles, parsemant sa douce chevelure orangée. Ses formes prirent des allures de montagne russe du plaisir, son parfum de transpiration revêtit les effluves d'un charme incertain. Les verres foyers de ses lunettes laissèrent miroiter la promesse d'une idylle future. Ainsi, lorsqu'au petit matin, je repassais de la plume souillée de mon oreiller à la plume vierge de mon inspiration, à moins que ça ne soit l'inverse, et que je reprenais mes esprits dans la tiédeur de cette aube nouvelle, je faisais à jamais mienne cette citation latine, sumus aius cunilingus. La femme dépend de votre perception. Ainsi, vous le voyez, le détail d'une plastique parfaite ne pèse pas lourd dans la balance d'une idylle éternelle. C'est pour cette raison que le symbole de notre humanité, l'œil, est censé introduire ce qu'en aucun cas l'œil physique ne saurait voir, l'invisible. Afin de dépasser ce paradoxe, l'approche de la vision doit être métaphysique.
telle qu'on la rencontre chez Platon, qui insiste sur la nécessité d'un regard autre sur le monde. Cette nouvelle approche du visible offre la séparation cathartique entre la vision corporelle, opaque, et la vision spirituelle, diaphane, ineffable. C'est ce que l'islam, pas de panique, il n'y a pas de blague derrière, nomme l'œil d'outre-monde. Tout simplement une nouvelle façon de percevoir notre environnement, un changement du visible lui-même. À l'aube d'une vie, quand sonnera le glas de la dernière heure et qu'il sera venu le temps de faire le dernier bilan, alors votre existence s'étalera devant vous telle une toile où vos joies et vos chagrins ne seront plus que des détails, s'effaçant dans cette infinie promesse du lointain. Dans le château de ma mère, c'est à l'heure de ce dernier instant que Pagnol nous livre son message. Le temps passe et fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Telle est la vie des hommes, quelques joies trop vite effacées par d'inoubliables chagrins. Mais il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Merci.